merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler des questions de santé, enfin des impacts du confinement, on va dire, sur la santé des travailleurs. Ça a été l'occasion pour moi de prendre plusieurs enquêtes, plusieurs travaux de recherche que j'ai menés ou que je mène encore autour de ces questions-là. Donc, j'ai choisi d'intituler la présentation « Facteurs psychosociaux de risque face à la télécontinuité de l'activité ». Tout d'abord pour continuer à bien distinguer le télétravail du télétravail de crise, donc, que je propose d'appeler télécontinuité de l'activité, c'est-à-dire le télétravail dans le cadre d'un plan de continuité de l'activité. Et facteurs psychosociaux de risque, peut-être que certains spontanément se disent ça parle de risques psychosociaux, de RPS, enfin, voilà, c'est un sujet qui commence à être bien connu, et oui, effectivement, sauf que j'ai fait exprès de mettre cette formulation dans le titre sous facteurs psychosociaux de risque pour essayer de diffuser l'idée que les risques psychosociaux ne sont pas des risques comme les autres, et donc il vaut mieux parler de facteurs psychosociaux de risque que de risques psychosociaux. J'essaierai de l'expliquer de façon plus précise tout à l'heure. Donc on m'a appris à appuyer là, et c'est mieux, effectivement. Donc tout d'abord, quelques définitions et une présentation du contexte autour du télétravail. On a déjà eu des éléments de présentation tout à l'heure avec la présentation de Leslie. Sur le contexte français, je vais y revenir et préciser peut-être certaines choses. Donc tout d'abord, le télétravail. L'expression en elle-même, elle date des années 80. Tant qu'à faire, rappelons-le, parce que c'est vrai que maintenant on se dit que c'est l'avènement du télétravail. La crise a accéléré et augmenté la proportion des travailleurs concernés. Mais la pratique n'est pas nouvelle, elle date des années 80. Donc sur le site du Centre national de recherche textuelle et lexicale, il est défini comme l'organisation décentralisée du travail qui repose sur l'emploi des ressources de la télématique, ce terme qui est né donc dans les années 80, et dont l'instrument essentiel est un poste téléphonique ou un terminal relié au réseau téléphonique, la télématique étant l'ensemble des techniques et des services qui associent les ressources de l'informatique et celles de la télécommunication. Et le télétravail désignait le travail réalisé par une unité délocalisée, c'est-à-dire séparée de son établissement et dont l'activité nécessite l'utilisation intensive de moyens de télécommunication. Donc dès le départ, s'il y a télé avant travail, c'est bien qu'on considère que c'est parce qu'il y a la mobilisation d'outils de communication à distance qu'on est sous une forme de télétravail. Et Julienne Brabet, qui est professeure des universités en sciences de gestion, rattachée à l'Institut de recherche en gestion, donc mon laboratoire, où je ne me suis pas représentée, mais donc maîtresse de conférence en sciences de gestion à l'Institut de recherche en gestion, a distingué à l'époque, déjà en 81, 3 formes de télétravail. Le télétravail à domicile, celui auquel on pense assez spontanément, celui en télélocal, c'est-à-dire dans en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un espace de coworking, mais dédié à l'employeur, donc un lieu délocalisé du centre de l'entreprise, mais où des salariés peuvent travailler, ou un téléguichet, donc qui a la spécificité d'être aussi ouvert au public. Aujourd'hui, donc c'est la loi de 2012 qui a été modifiée par les ordonnances de 2017, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, en gras, c'est important, c'est pas la même chose que pour l'enseignement ou que pour un commercial, est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et l'ordonnance de 2017 a modifié le critère de régularité, donc, qui était inclus dans la définition originelle de 2012, et a précisé, a levé les contraintes en termes de formalisation des moyens d'organisation du télétravail. Donc tout échange, pas informel, il faut quand même qu'il y ait une trace écrite, mais ça peut être par SMS, par mail, enfin c'est pas forcément une modification du contrat de travail. Donc il faut qu'il y ait un accord et normalement il faut qu'il y ait de l'équipement nécessaire. Donc on n'est bien pas sur du télétravail de crise, puisque si on a eu le temps de s'équiper... la situation de référence, c'est toujours le travail au poste habituel du salarié dans les locaux de l'employeur. Autrement dit, si jamais l'employeur n'a plus de locaux, il faudra peut-être trouver une autre terminologie. On sera sur du travail à domicile normalement. Et par rapport au travail d'enseignant, par exemple, puisque le flou était souligné par Leslie, si jamais tous les enseignants avaient toujours un bureau dans lequel ils pouvaient faire toutes leurs activités de préparation de cours, correction de copies, et y compris recherche pour les enseignants-chercheurs selon ce dont dispose le laboratoire ou pas,
dans ce cas, on pourrait peut-être parler de temps en temps de télétravail. Mais aussi longtemps qu'il ne me semble que ce n'est pas le cas pour tous, voilà, l'emploi d'enseignant-chercheur n'inclut pas d'activité en télétravail, de téléenseignement, n'étant pas, puisqu'on a pu avoir la présentation dessus, mais n'étant qu'un enseignement dégradé, et fortement dégradé. La télécontinuité de l'activité, donc je l'avais déjà dit oralement tout à l'heure et je l'ai dit à l'instant, c'est le télétravail exceptionnel dans le cadre d'un plan de continuité de l'activité. Donc c'est une terminologie qui n'est pas tout à fait propre. Je l'ai piqué à des organisations des DGS qui l'ont appelé comme ça, mais que je n'ai pas trouvé labellisé, diffusé de façon large. En revanche, l'INRS parle de télétravail exceptionnel. Dans un des documents que j'ai pas mentionné de façon explicite, mais que j'ai dit tout à l'heure que l'ANACT et l'INRS produisaient des recommandations et des conseils sur comment accompagner le télétravail. Ils distinguent le télétravail régulier, organisé avec un nombre de jours fixe, le télétravail occasionnel, organisé et prévu dans certaines circonstances spécifiques individuelles, qui sont des formes encadrées par des accords collectifs, chartes ou accords de gré à gré, ce qui est possible depuis 2017 donc, et le télétravail exceptionnel imposé par l'employeur par rapport à excusez-moi, la phrase n'est pas complète, des circonstances exceptionnelles, une menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, sinistre dans les locaux de l'entreprise, catastrophe naturelle affectant des moyens de transport. Ils n'ont pas signalé dans leur liste les cas de grève de transport, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, et je n'étais pas la seule, puisque c'était une décision collective, fin février, quand la ligne 8 a été coupée, à un moment donné, pour pouvoir maintenir malgré tout un enseignement dégradé, d'avoir recours à du télétravail exceptionnel. Cette terminologie n'est pas la même que celle de la DARES. Donc là, on est sur on va dire une approche normative d'une certaine manière, que la DARES est plutôt dans une approche empirique au regard des réponses à ces enquêtes. Et justement, je mentionne la DARES, puisque Leslie s'est appuyée tout à l'heure sur ces données aussi. L'état des lieux de la population salariée française avant la crise sanitaire, on l'a dans l'enquête SUMER. Alors c'est après que j'ai expliqué ce qu'était l'enquête SUMER, c'est surveillance médicale, et j'oublie toujours un morceau, c'est pour ça que je l'ai écrit sur une autre slide, surveillance médicale des risques professionnels, pour faire bref. Donc c'est une enquête qui est menée régulièrement par la direction de la recherche du ministère du Travail, qui mène aussi une enquête dite conditions de travail, donc c'était 2013. Et donc cette dernière enquête datait de 2016-2017, et à cette époque, sur les 26 494 enquêtés, 2110 pratiquaient le télétravail. Avec les redressements, on arrive à 3%, Leslie et moi sommes d'accord, on a lu les mêmes documents, qui pratiquaient au moins un jour par semaine, donc ce qu'on appelle les télétravailleurs réguliers, et 7,2%, donc c'était le pic du pic, qui le pratiquaient au moins occasionnellement, soit 1,8 million de salariés. Je me permets de préciser, parce que j'ai travaillé sur ces données, donc je suis allée regarder avec précision les 2110, qu'en plus, c'est sans doute un peu surévalué, puisque dedans, j'ai trouvé quelques chercheurs, enseignants-chercheurs, formateurs, enfin bon, toute une catégorie de FAP, de familles d'activités professionnelles, que moi je me permets d'enlever parce que je considère que, y compris un cadre commercial ou un vendeur, quelqu'un, quand il met qu'il télétravaille, j'en suis pas si sûre. Je pense qu'il met dans le télétravail de la négociation qui peut se faire chez un client ou d'autres choses. Donc 7,2, c'était vraiment le max du max en France avant. Et à l'époque, donc je vous parle d'un temps... voilà. À l'époque, il était évalué à 30%, 7 millions de salariés, la part de la population qui serait susceptible de pratiquer au moins occasionnellement le télétravail. Alors finalement, là, on peut dire que c'est plutôt bien validé, on va le voir avec les chiffres les plus récents. Et je ne divulgage pas, pour garder un tout petit peu de tension dans la présentation. Donc gardez ce chiffre de 30%, on va le confronter tout à l'heure à notre réalité récente. Tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs. Donc tout à l'heure, tout de suite, parce que depuis avril 2020, la DARES a mis en place des enquêtes spéciales dites flash Covid. Donc ACMO, c'est activités et conditions d'emploi de la main-d'œuvre. C'est des enquêtes menées auprès des entreprises. Et ils ont complété cette enquête mensuelle, enfin pas tout à fait mensuelle, si mensuelle, par des questions autour des formes d'emploi, donc notamment du chômage partiel et du télétravail. Et donc on a pu avoir, avec les déclarations des employeurs, de façon régulière depuis avril 2020, la proportion de télétravailleurs. Et on va constater tout d'abord une
très forte disparité selon les tailles d'entreprise. Donc en mars-avril 2020, premier confinement, on était à 25% des salariés en télétravail. Donc la première colonne, c'est l'ensemble des salariés, et à côté, sur cette slide-là, je vous ai mis les grandes entreprises à comparer aux petites entreprises. Pas de surprise, il y a une grande différence. Mais cette différence entre grandes et petites, elle est, c'était par rapport à 12 septembre, voilà. Mars, donc on était sur 25% des salariés. Septembre, on est tombé à 12%, avec néanmoins les grandes entreprises qui étaient toujours à plus de 15%. Donc on a en plus une différence entre tailles, mais aussi une différence dans les évolutions, puisque finalement ça diminue un peu moins selon la taille de l'entreprise aussi. Donc il y a deux phénomènes, il y a le fait d'autoriser ou pas, et de pratiquer ou pas, et puis le fait, quand on a autorisé, à demander rapidement à revenir sur le site, ou au contraire à maintenir en considérant que c'est une forme une pratique qui va pouvoir perdurer. Donc différence entre taille d'entreprise, différence entre secteurs, pas très surprenant, mais les chiffres les écarts sont impressionnants. Donc avec des secteurs comme l'information et la communication et la finance assurance, où le télétravail était très largement pratiqué, donc on arrive à plus de 60% en mars-avril, et qui diminue, donc avec une moyenne sur toutes les entreprises à 12% en septembre, et une diminution jusqu'à au-dessus de 30% toujours dans l'information, communication et finance assurance. Donc tout à l'heure, dans les grandes entreprises en général, on était à plus de 15%. Plus d'un tiers des salariés de ces secteurs-là continuent à télétravailler. Moi, ce que je voudrais souligner avec cette disparité, c'est ce que potentiellement ça peut générer comme différence de perception sur le travail des autres, puisque le télétravail, c'est quand même associé à beaucoup d'invisibilité du travail. Et comme, j'y reviendrai, je développerai tout à l'heure, comme en particulier en France, le télétravail a été associé à une notion de privilège, il y a aussi un sentiment d'injustice qui peut être associé, selon que les personnes ne puissent pas du tout télétravailler, ou qu'elles considèrent qu'elles pourraient, mais qu'à un moment donné, on leur interdit. Donc cette disparité-là, qui peut s'expliquer pour des raisons factuelles parfois, mais parfois pour des raisons managériales, d'appréciation, elle contient en soi des germes de choses qu'on ne maîtrise pas forcément très bien sur la façon dont les interactions peuvent se faire après entre télétravailleurs, non télétravailleurs, selon qu'ils sont sur des activités télétravaillables ou pas, et selon qui apprécie le fait qu'elles soient télétravaillables ou pas. Donc, première chose, une grande disparité statistique observée de la pratique selon au moins ces deux facteurs-là, enfin ces deux critères-là, taille d'entreprise, secteur. Si on va sur les chiffres les plus récents, donc on était en 2020, on passe en 2021 et 2022, donc comparaison un peu abrupte, on va dire, puisque je prends que ces deux chiffres-là. On a diminué, donc on avait, je vous rappelle, 25% de télétravailleurs en mars 2020, c'est à peu près pareil en mai 2021, et un peu plus en janvier 2022. Avec une forte augmentation parmi les télétravailleurs réguliers, c'est-à-dire ceux télétravaillant au moins une fois par semaine, en particulier de fortes augmentations dans les activités immobilières, assurance, finance, infocom. Donc on retrouve toujours les mêmes secteurs, il n'y a pas de surprise. Mais on voit quand même que, alors j'ai plus les comptes des vagues et des déconfinements, mais bon, mai 2021, on était après le mois d'avril où il y avait eu le nouveau pseudo-confinement, mais quand même un peu. Il y avait eu des fortes baisses de télétravail intensif dans ces mêmes secteurs d'info-communication et assurance-finance, mais dans des moindres proportions que l'augmentation qu'on a eue après. Mais donc on voit que ça peut fluctuer quand même dans les secteurs les plus pratiquants, pour ainsi dire. Et puis une légère augmentation au global quand même. On est passé de 25 ou 27% en moyenne, peut-être sur plusieurs mois, à 29% en janvier dernier. Ça y est, vous vous en souvenez, c'était 30% tout à l'heure. Donc l'ADRES ne s'était pas trompé, même en partant de quelque chose que je considère comme un peu surévalué, les 7,2, etc. Mais on est vraiment à ce plafond-là. Et là, j'aimerais bien insister là-dessus aussi, même si c'est le sujet un peu du jour, c'est plus de 70% des salariés qui ne télétravaillent jamais. Soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce que leur organisation ne leur permet pas du tout, jamais. C'est pas mal, 70%, c'est l'immense, très grande majorité, quoi.
Donc le sujet, il va vraiment être non pas de se dire faut pas s'intéresser aux télétravailleurs, c'est une minorité. Non, c'est une minorité, mais qui contient beaucoup de cadres, donc qui ont un rôle pas négligeable dans l'organisation et dans la coordination des activités. Mais là, l'enjeu, je prêche pour ma paroisse, c'est vraiment la question du travail hybride. Donc, comment ça se passe entre les personnes qui télétravaillent pas, qui peuvent le faire, qui ne peuvent pas le faire, etc. Mais quand même garder en tête que ceux qui ont la possibilité, ne serait-ce qu'une journée de télétravailler ou occasionnellement, ça reste une minorité dans les moins de 30% en fait de la population salariée. Alors, Leslie l'avait bien dit tout à l'heure, effectivement, on ne parle pas des indépendants là. Donc il y a aussi toute une frange de la population de travailleurs dont on ne parle pas. En revanche, on parle des fonctionnaires, pardon. L'enquête Summer inclut un grand nombre de fonctions publiques. Alors, comme j'ai fait du teasing en première présentation sur ce dont je comptais parler, je compte parler un peu de sédentarité pour pas que ça ne soit pas dit. C'est pas dans mes sujets de recherche, c'est pas du tout mes travaux, mais comme, enfin voilà, j'ai eu cet échange avec des collègues de STAPS en jury VAE et que je dirais pas les chiffres qu'ils m'ont dit, mais c'était très alarmant, surtout sur les enfants. Enfin vraiment, ça a l'air il y a quelque chose en sourdine qui se passe là et qui est important. La question de la sédentarité par rapport à la santé. Me semble essentiel. Donc là, je cite 3 articles de la presse nationale et régionale, 2 articles du Monde et 1 du Télégramme. Il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. C'est les 3 que j'ai trouvés entre septembre 2020 et janvier 2022, qui signalent donc la sédentarité comme un fort risque professionnel accru par le télétravail et qui citent donc différents professeurs de médecine. Donc, c'est le temps passé assis ou allongé pendant la période d'éveil qui caractérise la sédentarité, indépendamment d'activité physique. La pandémie aurait été le contexte d'apparition de phlébite du télétravail, notamment chez les jeunes qui resteraient jusqu'à 12 heures sans bouger. Et ça serait, la sédentarité, la première cause de mortalité évitable dans les pays développés, me fait malheureusement ignorer. Donc, même si ce n'est pas mes travaux, je me disais que je pouvais profiter de l'occasion, quelle que soit l'audience, pour le signaler, parce que même je n'en avais pas conscience, et j'en avais d'autant moins conscience que, je viendrai après, sur l'activité physique, enfin l'activité sportive, en fait, ne compense pas, visiblement. Donc la sédentarité favorise l'obésité et la graisse intra-abdominale, peut avoir des conséquences sur les maladies chroniques telles que le diabète et serait responsable de 10% des décès en Europe d'après l'OMS. Et on peut tout à fait être sportif et sédentaire. Donc ne pas se dire que le jogging du soir ou l'activité qu'on a ailleurs compense, non. Et l'intérêt de ces articles à des journalistes qui font parfois vraiment bien leur travail, c'est de présenter aussi des propositions, des pistes. Alors je répète, c'est pas mes travaux et ça repose pas forcément sur... mais quand même. Donc c'est... J'ai plus mis que les initiales là, YG, j'ai oublié qui c'était. Yannick Guillaudot, qui propose qu'une réglementation qui oblige par exemple à prendre des pauses régulières au travail ou qui interdise les réunions qui durent plus de 2 heures. J'aurais jamais osé. Et bien franchement, je pense qu'on peut y penser. Parce qu'au bout de 2 heures, c'est comme les cours, hein, on sait très bien que les étudiants, au bout d'un moment, perdent leur attention et on n'est pas forcément beaucoup plus alerte qu'eux. Et effectivement, parfois se lever, s'étirer, oui, voilà. Mais lui, en tant que professeur de médecine, allez, hop, on réglemente. Ben voilà, pourquoi pas. Aménager l'environnement de travail avec des stations debout, organiser les réunions debout, développer des discussions de travail ou téléphoner en marchant. Les stations debout, les ergonomes plaident déjà beaucoup pour. Enfin, ce que j'ai beaucoup entendu de la part de ses collègues, c'est qu'il n'y a pas de posture idéale. La posture idéale, c'est d'en changer, donc c'est d'être mobile. Et les réunions debout, je ne sais plus dans quel article c'était, mais je crois que la rédaction du Monde a pratiqué, ou pratique encore ce genre de choses. Quant à téléphoner en marchant, pour ceux qui aiment les séries télé, c'est notamment ce qui est mis en scène beaucoup dans les séries de Aaron Sorokin, notamment à la Maison Blanche, qui a développé toute une narration autour des échanges professionnels de personnes qui marchent dans des couloirs. Et donc au-delà du caractère, on va dire, agréable, divertissant de ce genre de choses, c'est voilà, les effets de la marche sur la réflexion et sur l'énergie qu'on peut développer et la créativité, il me semble, sont des choses qui sont assez connues, donc ça serait dommage de s'en passer, y compris quand on est tout seul chez soi, on peut trouver les moyens de se déplacer. Je finis sur le point qui va me permettre de faire la transition sur la question des facteurs psychosociaux de risque. Donc là, c'est la médecin Claire, je crois qu'elle s'appelle Claire, hein,
Oui, Claire Mounier-Veillé, voilà, qui signalait que donc on relève des états anxieux dépressifs car la sédentarité favorise la rumination. L'activité physique est nécessaire pour oxygéner son cerveau et avoir un mental positif, mais aussi une plus grande capacité de réflexion. Donc autant de choses qui viennent nourrir ma propre réflexion, que je vais vous présenter parmi mes travaux en deux temps. D'abord, que sont les facteurs psychosociaux de risque et comment est-ce qu'ils interagissent avec les questions liées au télétravail. Donc effectivement, je n'utilise plus télécontinuité d'activité, mais il y a une raison, c'est que je n'ai pas étudié cette question-là que dans le cadre de la crise. Et je vais vous présenter ensuite les données secondaires et primaires et les premiers résultats sur lesquels qui en découlent. Les facteurs psychosociaux de risque. Donc de quoi s'agit-il? Pour ceux qui connaissent, c'est les RPS, c'est la même chose, sauf que j'insiste sur cette appellation, parce que ce ne sont pas, comme le disait Yves Clos, un nuage de risque auquel on serait exposé et contre lequel on ne pourrait rien faire. Ce sont des facteurs donc, qui peuvent être en positif ou en négatif, selon justement leur présence ou absence et la forme qu'ils prennent. Et surtout, l'individu n'est pas passif par rapport à eux. C'est pas, ce que je dis pour expliquer ça aux étudiants, je dis une bactérie, on ne négocie pas avec. Alors qu'une personne qui vous parle d'une certaine façon, on peut peut-être lui répondre, lui dire quelque chose, en tout cas par son comportement ou son absence de comportement, on fait quelque chose, on est toujours acteur. Même si on ne fait rien, on est acteur du fait de ne faire rien et de décider de rien faire. Soit on le décide, soit parce qu'on est tétanisé, parce qu'on a entendu quelque chose qui est tellement fort et violent qu'on ne sait pas quoi dire, mais qui n'interdit pas plus tard de dire quelque chose. Alors qu'une exposition à un risque physique, chimique, bactériologique ou autre, là, on peut avoir des outils de protection, bien sûr, mais ça n'est quand même pas du même ordre. Et parce que ça n'est pas du même ordre, c'est important de ne pas utiliser les mêmes termes. Et par ailleurs, le terme risque est quand même dans l'expression, parce que ces facteurs psychosociaux jouent sur tous les risques. Alors là, j'aurais pu rajouter cette slide, j'en profite, j'ai le temps, visiblement. J'ai préparé depuis novembre 2021 une diapo pour légitimer l'importance de la prévention en matière de facteurs psychosociaux de risque, qui s'appuie sur une étude de la DARES, Santé publique, et l'ANSES sur les polyexpositions. Donc ces trois organismes sont penchés sur des données quantitatives pour mettre en évidence, pour définir, on va dire, 12 profils de salariés polyexposés en termes de risque professionnel. Et ce qu'ont en commun ces 12 profils, c'est qu'ils sont tous exposés aux risques organisationnels et relationnels. Risque organisationnel et relationnel, ça ressemble beaucoup aux facteurs psychosociaux de risque. Et c'est clairement écrit que, par définition, le fait de travailler en interaction avec des usagers, des clients, des bénéficiaires ou autres, mais dans des situations qui peuvent, pas obligatoirement, parfois ça se passe très bien, mais qui peuvent mettre en situation à risque. Donc déjà, c'est commun à tout le monde, 97% de salariés sont polyexposés. C'est pas tout à fait tout le monde, c'est 97%. Donc dans ces 97%, les deux catégories communes à tous, c'est les 10 risques relationnels, contraintes relationnelles et contraintes organisationnelles. Donc les facteurs psychosociaux de risque, tout le monde peut, ça joue sur le travail de tous. Et puis ça joue sur l'exposition aux autres risques. Parce que la posture, la disposition, l'état dans lequel on est par rapport on va dire, à soi, un sentiment d'anxiété ou autre, ou à une relation de tension qu'on peut avoir avec un collègue ou un supérieur, elle peut jouer sur le fait de respecter ou non le port de certains EPI ou de faire plus ou moins attention à des situations qu'on connaît à risque, mais que si on vient juste d'avoir une interrogation pas assez vive avec un collègue, on ne sera peut-être pas tout à fait dans le même état pour faire attention si on doit monter sur une échelle ou autre. Donc voilà, ça c'est pour plaider toujours pour après. Ces facteurs psychosociaux de risque, c'est pas juste du management bisounours parce qu'il faut faire attention aux gens. Non, c'est juste essentiel pour que chacun et chacune soit dans de bonnes dispositions pour arriver à être efficace dans son travail et à travailler de façon efficace et sereine avec les autres et ceux pour qui on travaille aussi. Section d'introduction pour en arriver aux 6 familles de contraintes qui ont été définies donc, par le Collège d'expertise des risques psychosociaux qui avait été confié à Michel Golac, donc sociologue et statisticien, et Marceline Baudier, donc publié en avril 2011,
et actualisé dans un ouvrage de 2018 aux éditions Octares qui s'appelle « Facteurs psychosociaux de risque ». Je n'ai pas inventé l'expression. Donc, ils définissent 6 familles de contraintes qui peuvent évoluer, qui sont une synthèse de travaux, de différents travaux dans différentes disciplines, puisque c'était un collège d'expertise, donc qui s'appuyait sur les travaux de sociologues, de psychologues, de gestionnaires, d'ergonomes, de philosophes aussi. Donc cette synthèse, enfin, elle fait autorité aujourd'hui, franchement, au bout de 11 ans, on peut le dire, et pas qu'en France. Un collègue à qui je l'expliquais il n'y a pas longtemps dans le métro m'a dit « mais est-ce que c'est que en France ?» Et ça tombe bien, j'ai trouvé des travaux québécois qui le citent aussi, qui s'y réfèrent aussi. Donc voilà, je peux dire que c'est une référence internationale. Cette famille enfin, ces 6 familles ou 6 axes de contraintes. De quoi s'agit-il? Premier axe, l'intensité ou le temps de travail. C'est surcharge de travail et urgence dans le travail. Le fait de se sentir pressé pour faire ou d'avoir affaire à une complexité de tâches, ce qui en soi n'est pas négatif, mais dans un contexte contraint, notamment par le temps, peut rendre les choses difficiles. Donc c'est le contenu du travail et sa quantité, et la quantité à laquelle on doit, qu'on doit gérer, à laquelle on doit faire face. Les exigences émotionnelles, deuxième axe, qui est plus spécifique au métier dit de relation d'aide ou de soignant, mais qui voilà, est posé là comme potentiellement intéressant tous les salariés, c'est le fait de devoir exprimer des émotions qu'on ne ressent pas réellement, de façon durable. On peut comprendre qu'on est tous dans le travail, dans une posture professionnelle où on n'est pas exactement le même que dans sa vie privée, et puis on joue tous des rôles sociaux. Mais là, c'est quand, de façon durable, on doit rester dans une expression d'émotion qui est très loin de ce qu'on ressent réellement. L'autonomie, ou plutôt le manque d'autonomie, donc le fait d'être très contraint dans la façon dont on veut réaliser les tâches dans son travail, donc quelque part de ne pas être reconnu dans ses compétences et de ne pas pouvoir disposer des latitudes nécessaires pour effectuer son travail tel qu'il nous semble bon de le faire. Donc c'est en lien aussi avec la conception qu'on peut avoir de la qualité du travail. Quand on est contraint de faire d'une certaine manière parce qu'on vous pose des procédures, alors que intimement vous vous dites mais si je faisais comme ça serait plus simple, ou ça serait mieux, ou j'ai l'impression que, on ressent d'autant moins bien le fait de le faire tel qu'on nous dit de le faire, quoi. Donc l'autonomie ou plutôt son manque d'autonomie, donc appelé aussi marge de manœuvre, latitude de décision. La mauvaise qualité des rapports sociaux, dont je le cite pour vous voyez à quoi ça fait référence, donc notamment le harcèlement, mais tout type de violence auxquelles on peut être exposé, de violences verbales, de tensions auxquelles on peut être exposé au travail, que ce soit par rapport à des usagers, des bénéficiaires ou des collègues ou un supérieur. Les conflits de valeurs, on parle aussi de souffrance éthique, donc l'écart qu'on peut ressentir entre les raisons pour lesquelles on souhaite faire ce travail et les injonctions qu'on peut recevoir et les messages qu'on reçoit de l'organisation qui peuvent évoluer et qui peuvent rentrer à un certain moment en conflit. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre la perte de sens, qu'on a mentionné déjà tout à l'heure sur les managers intermédiaires. Et enfin, l'insécurité de la situation de travail, qui peut être une insécurité physique ou une insécurité socio-économique. Donc le fait d'avoir affaire à des incertitudes, ne serait-ce qu'en termes d'organisation du travail. C'est-à-dire ne pas savoir où est son bureau, qui est son chef, dans quelle place on va avoir dans l'organigramme demain, ou dans quel périmètre global d'organisation. Tout type d'incertitude peut bien se rajouter. Il y a évidemment un principe cumulatif, une idée de cumul, et il peut y avoir des croisements, des chevauchements évidemment entre les contraintes des différents axes. Donc c'est la grille de lecture. J'ai essayé de vous proposer une présentation qui mette en évidence la façon dont la télécontinuité de l'activité et le télétravail, on va prendre les deux quand même, impactent, l'influence qu'ils ont sur ces différents facteurs psychosociaux de risque pour des salariés. On va préciser lesquels après. Alors, tout d'abord, petit voyage dans le temps, revenons à Sumer 2016-2017, donc surveillance médicale des expositions des salariés au risque professionnel, la fameuse enquête de la DARES. En travaillant sur ces données-là et sur les fameux télétravailleurs, et 7,2%, la DARES et mes travaux complémentaires là-dessus dans le cadre d'une post-enquête Sumer qui a été financée par la DARES de 2018 à 2020, ont mis en évidence que parmi les télétravailleurs, il y avait plus de travailleurs qui faisaient état de maladies chroniques, donc plus de 20% contre 18%. C'est pas énorme, mais c'est un peu. Et on revient à la question de la poule et l'œuf.
L'hypothèse derrière, c'est que c'est plutôt parce que les personnes ont une maladie chronique qu'on leur propose et qu'elles ont recours au télétravail que le contraire. Donc le télétravail n'est pas une cause de maladie chronique. Bien au contraire, il permet aussi d'adapter justement le rythme de travail à des maladies chroniques. En revanche, une plus grande surcharge de travail, des difficultés à s'endormir, de la fatigue et plus de pensées négatives, et pas des pensées négatives légères. C'est avoir eu plusieurs jours une mauvaise opinion de soi-même, avoir le sentiment d'être nul ou d'avoir déçu sa famille ou de s'être déçu soi-même au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête. Des choses quand même, une vision de soi assez négative. Et d'où la question qu'on a essayé d'investiguer avec une post-enquête qualitative. Est-ce que, et on a utilisé un peu à tort le terme d'exposition, est-ce que les télétravailleurs sont plus à risque en termes de facteurs psychosociaux? Et est-ce que ça touche du coup l'intensité, l'autonomie, les rapports sociaux? C'est un peu l'intuition qu'on peut avoir. Et puis on va voir, suspense, si c'est confirmé ou pas. Un petit complément à cette approche-là, donc le modèle de Karasek, peut-être en 2 mots, c'est un des modèles dominants pour étudier le caractère stressogène des situations de travail. Donc le modèle en soi ne mesure pas le stress, mais il permet d'identifier dans une population donnée la part de la population qui est plus susceptible de vivre du stress. Donc c'est ceux qui sont en haut à droite, oui, c'est là où il y a toutes les flèches qui vont vers le haut à droite. Et ce que montre ce schéma, c'est les différences entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Donc en rond, ce sont les non-télétravailleurs, en carré, les télétravailleurs, en vert, les hommes, en jaune, les femmes. Et sur les données Sumer 2016-2017, ce qu'on a vu, c'est que de façon systématique, donc pour tous les travailleurs qui sont au-dessus, donc il y a 2 dimensions dans le modèle Karasek, c'est les demandes psychologiques qui correspondent à l'axe intensité du travail, des facteurs psychosociaux de risque, et l'autonomie, les attitudes de décision. Sont considérés comme les plus susceptibles d'être en situation de stress les personnes qui subissent les plus grandes demandes psychologiques et ont le moins de latitude de décision. Donc les télétravailleurs, globalement, ont plutôt pas mal de latitude de décision. Donc ils sont au-dessus de la médiane qui est à 72, la ligne horizontale en tiret bleu, c'est la médiane des latitudes de décision. Donc ils sont au-dessus, c'est assez logique. Quand on donne la possibilité à des gens de télétravailler, c'est qu'ils sont assez autonomes dans leur travail. Et à droite de la ligne 22, verticale, ce sont tous ceux qui sont au-dessus en termes d'intensité du travail, de demande psychologique. Et toutes les flèches montrent qu'en fait, dans la même catégorie d'emploi, enfin employés, cadre intermédiaire, cadre, les télétravailleurs sont toujours systématiquement un peu en haut à droite. Beaucoup à droite, beaucoup plus d'autonomie, mais un peu en haut. Plus de demandes psychologiques. Et donc, ça traduit des demandes psychologiques plus élevées des non-télétravailleurs par rapport des télétravailleurs par rapport aux non-télétravailleurs. Donc ça, on était en 2016-2017 et on est sur des données statistiques sur l'ensemble de la population salariée. Et c'était là-dessus qu'on part. Et en prenant les données les plus récentes de la DARES portant cette fois-ci sur vraiment la situation, voilà, TRACOV, le COV, on voit à quoi ça fait référence. Donc là, c'est une enquête qui a été menée au premier trimestre 2020-2021, c'est février-mars, je crois qu'ils indiquent, enfin, entre janvier et mars en tout cas, et publié en mai 2021, par rapport aux 30% de télétravailleurs dans cet échantillon, personnes télétravaillant au moins quelques jours par mois, sur les 17 216 qui ont été interrogés, on constate une durée du travail plus importante chez ceux qui télétravaillent le plus, c'est-à-dire la ligne marron. Elle nous permet de comparer entre... Alors attention, parce que c'est le solde des réponses. Donc ceux qui sont au-dessus, c'est ce qui est expliqué là. En janvier 2021, parmi les travailleurs qui télétravaillent 5 jours par semaine, la proportion de ceux qui déclarent travailler de façon plus intense est 21 points plus élevée que l'inverse. Donc ce qui est au-dessus de la ligne verte, c'est à quel point ceux qui sont dans cette situation, télétravailler jamais, quelques jours par mois, 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours, répondent qu'ils ont une durée de travail plus importante par rapport à ceux qui répondent l'inverse. Donc on est au-dessus avec une courbe montante pour la durée du travail, au-dessus avec une courbe qui monte puis qui descend pour l'intensité du travail, donc ce qui traduit le fait qu'il y a peut-être une extension des journées de travail, mais pas forcément de sa densité.
c'est pas très si clair que ça. J'avoue que là, quand j'ai vu compris les phrases expliquant, ils disaient oui, il n'y a pas forcément plus d'intensité. Ouais. Enfin, on va croiser avec d'autres choses, hein. Le quanti a ses limites aussi. L'autonomie est au-dessus aussi de 5 points, c'est assez logique, pas de surprise. En revanche, pour disposer des moyens suffisants et adaptés, je trouve que c'est assez surprenant, c'est-à-dire que ceux qui sont au-dessus de 3 jours par semaine disposent moins des moyens pour travailler chez eux, enfin en télétravail, que ceux qui télétravaillent moins. Autrement dit, là sur le phénomène, je vous rappelle qu'on est début 2021, donc un an après, visiblement, les organisations n'ont pas forcément fait le nécessaire pour que les télétravailleurs les plus intensifs disposent des moyens pour pouvoir télétravailler intensivement. Après, ça peut aussi être une question de perception. Plus je télétravaille chez moi et plus j'ai l'impression que je manque de moyens. Alors que quand c'est 2-3 jours, bon, je m'y fais, quoi. Voilà, mais ça, il faut du quali pour approfondir. 2 informations supplémentaires sur cette étude-là, donc qui est très intéressante, hein, je ne vous la résume pas de façon complète, puisque après j'ai mes propres travaux à présenter. Sur l'ensemble des salariés interrogés, oui, là on est sur l'ensemble des salariés interrogés, l'état de santé est déclaré comme altéré pour 30% des salariés interrogés contre 25% par rapport aux mêmes questions dans l'enquête conditions de travail de 2019. Donc au global, les salariés français, un an après la pandémie, déclaraient un état de santé plutôt altéré. Et plus important encore, c'est surtout les 23% identifiés comme à risque dépressif. Donc, et ce qui est dit, c'est que c'est plus du double des données de conditions de travail 2019. Et on nous signale que en 2013, 2016 et 2019, on était sur 10-12% sur ce risque dépressif. Et on est passé effectivement à 23%. Ce qui est même plutôt à se dire qu'il y a des conséquences plutôt négatives. On y revient. J'ai pas l'impression d'annoncer des bonnes nouvelles. Mais je vais mitiger un peu les choses en allant sur du quali, parce que c'est plus compliqué que ça. Alors, les données sur lesquelles je vais reposer ce que je vais vous présenter. Je vais commencer par ce qui est en bleu, parce que je n'ai pas de slide derrière pour dire pour dire des choses dessus. Donc d'abord, même si c'est antichronologique du coup, si je commence par le bleu. Ensuite, des observations d'équipes hybrides. Ça, c'est une étude qu'on vient de commencer avec ma collègue Muriel Prévost-Carpentier, qui est maîtresse de conférence en ergonomie à Paris 8. Vous avez compris, j'arrête pas de le dire, l'important, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans les équipes hybrides. C'est ceux qui télétravaillent, ceux qui ne télétravaillent pas, ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et on a commencé tout juste, ça fait un petit mois, peut-être un peu plus, à négocier nos terrains et à observer des interactions dans des réunions en visio et en présentiel dans 2 terrains, une agence de communication privée et un établissement public. Donc j'ai un certain nombre de données qui viennent on est au niveau de l'intuition, on a des échanges toutes les deux, on enregistre, on note, mais on n'a pas encore méthodologiquement analysé ces données-là, mais on a commencé, on a des choses un peu quand même. Une enquête quantitative que j'ai menée en 2020 pour la Mutuelle nationale territoriale et en partenariat avec l'association des ingénieurs territoriaux, donc auprès d'ingénieurs territoriaux. Et là, on était vraiment en fait, l'enquête était prévue pour avant le confinement, et donc on s'est adapté. Donc je l'ai menée été et automne 2020, 336 répondants et répondantes. Et c'est une enquête dont j'ai présenté les résultats aux rencontres nationales des ingénieurs territoriaux de mai 2021. Dans les résultats que je vous présenterai, je fais des comparaisons avec d'une part une enquête que j'ai menée préalablement en 2012 auprès d'un grand échantillon d'agents territoriaux, dont des cadres territoriaux, pas forcément des ingénieurs mais des cadres. Donc j'ai des éléments de comparaison par rapport aux mêmes questions et quelques éléments par rapport à l'enquête Summer 2016-2017 dans laquelle j'ai pu identifier des ingénieurs territoriaux et donc faire quelques comparaisons aussi. Et vous verrez que le quanti est parfois surprenant. Et enfin, mais tout d'abord, chronologiquement, en fait, j'ai commencé à travailler sur la question du télétravail en 2019 avec donc Muriel Prévost-Carpentier, déjà, dans le cadre d'une post-enquête Summer. L'idée, c'était d'aller investiguer par des entretiens, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, le niveau d'exposition plus important ou moins important aux facteurs psychosociaux de risque des personnes en télétravail, que j'appelle maintenant des archéo-télétravailleurs, parce que anciens télétravailleurs, donc en 2016-2017, ils télétravaillaient déjà pour certains depuis 5 ans. C'est pas la même chose que des personnes qui ont découvert le télétravail, qui n'étaient pas dans les 7% depuis 2020. Donc on a ce petit échantillon d'archéo-télétravailleurs que je vais vous présenter de façon plus large
et selon le temps dont je dispose, très très étendu. Si vous me laissez parler, je peux rester toute l'après-midi. Non, on verra. Et ensuite, des observations en espace de coworking en milieu rural, que j'ai commencé à mener depuis juillet 2020, donc qui est un terrain cohérent avec la démarche de s'intéresser au télétravail pour compléter les données sur les salariés auprès de travailleurs indépendants en particulier, c'est ce qu'on va voir, et puis surtout pour se poser les questions autour du cadre opportun du télétravail, et je pense qu'on peut boucler aussi avec la toute première présentation autour de la question des effets attendus en termes de mobilité selon le lieu de travail où chacun travaille, exerce son activité enfin, déjà à court terme, je peux dire qu'effectivement, quand je vais faire mes observations, je produis plus d'émissions de gaz à effet de serre que quand je prends le métro pour aller à l'université. C'est de façon évidente. Quand on est en milieu rural, on utilise la voiture. Donc ce travail-là, il a été fait donc, avec Laurent Doux, qui est un collègue de Rennes, qui lui a observé et interrogé des personnes qui ont créé un espace de coworking au cours, leur projet datait de 2020 et il a été créé en 2021. Et donc on compare deux espaces de coworking, l'un public et l'un privé. Et l'autre privé, pardon. Alors, les premières données sur lesquelles je me fonde, c'est vraiment celles auprès de nos archéo-télétravailleurs, donc qui font partie des 2110 télétravailleurs de l'enquête Summer. Je vous donne le détail, mais je vais pas aller dessus. Avec 64 coordonnées qu'on a fini par obtenir, on a réalisé 11 entretiens, j'allais dire à leur domicile, pas tous, mais en tout cas on les a tous rencontrés entre 2 et 3 heures dans les différents lieux que vous voyez sur cette carte en 2019. De avril 2019 à août 2019, sauf erreur, on a présenté nos premiers résultats fin novembre 2019, je vais les mentionner, et c'est 6 mois après qu'il s'est passé des choses qui ont un peu modifié des choses, mais ces modifications nous ont amené à se dire, justement, on a ces données très riches sur leur vécu avant une situation de crise, donc en vrai télétravail. Que s'est-il passé pendant la télécontinuité de l'activité? Et donc, 6 d'entre eux ont accepté d'être réinterrogés encore 3 fois après ce premier entretien. Donc, tous les autres entretiens se sont faits par téléphone ou en visio. Et on a prévu encore de les interroger une nouvelle fois, avec l'idée d'avoir leur ressenti et l'évolution de ce ressenti, mais aussi, cette fois-ci, d'investiguer avec eux la façon dont leur organisation s'est appuyée sur leur expérience de télétravailleur ou pas, et à développer des mesures qui ressemblaient ou non adaptées, enfin la façon dont ça a évolué. Donc ils sont 6, dont 2 femmes, donc avec une moyenne, enfin on va voir la moyenne d'âge après, mais c'est plutôt des limites seniors, plutôt côté senior, d'organisations très diverses, puisqu'on a un fonctionnaire, mais après c'est plutôt du privé, on a une organisation mutualiste, et en termes de statut, on a 2, on va dire, télétravailleurs types, les ingénieurs dans l'informatique, assez archétypaux, et un fonctionnaire, donc je disais, une employée administrative et 2 cadres dirigeants, l'un dans le privé et l'autre dans une association. Bon, ça vous montre, c'est un tout petit échantillon, on est d'accord, interrogé de façon longitudinale en partant d'une situation très approfondie, et de données très approfondies, par entretien in situ, chez eux ou sur leur lieu de travail pendant 2 à 3 heures, complétés donc par des entretiens, j'allais dire un peu plus courts, oui, parce que c'était plutôt 1 heure par la suite. Donc vous voyez la diversité des lieux, ce ne sont pas que des Parisiens. Et on a toujours, quasiment, 2 femmes dans l'échantillon, qui sont quand même très minoritaires parmi les télétravailleurs, mais on en a dans notre petit échantillon. Et puis surtout, c'est des données vraiment très fines sur leur vécu, puis avec une relation de confiance aussi qui est née. Et puis bon, s'ils ont accepté, ils sont 6 sur les 11 à avoir accepté, ce qu'on les réinterroge plusieurs fois, c'est parce que, on s'est rendu compte que c'est parce que ce vécu de télétravail, ils n'avaient pas l'occasion d'en parler. Donc ça leur faisait plaisir et que c'était intéressant pour eux d'avoir un temps pour réfléchir dessus avec un chercheur. 3 catégories parmi ces 6 télétravailleurs. Donc Inès et Benoît, plutôt profil, on va dire, administratif, avec des déclencheurs de télétravail très différents. L'une parce qu'elle a changé de poste, elle était commerciale mobile, elle est devenue sédentaire,
et elle est passée en télétravail à 100%. Elle vit dans le sud-ouest de la France alors que son entreprise est à Paris et elle n'a pas eu le choix et elle le vit plutôt mal et elle a vraiment besoin de parler. C'est la première à réagir dès qu'on lui demande s'il faut un entretien. Pour elle, c'est tout de suite si possible. Et non, c'est pas tout de suite, on anticipe, c'est pendant 2 mois. Et voilà. Alors qu'elle a des grands-enfants, donc pas de contraintes à domicile, un conjoint enseignant donc, qui parfois est aussi là. Enfin, c'est pas comme si elle était toute seule toute la journée avec des contraintes d'école, etc. Donc, profil, on peut dire, potentiellement les choses pourraient bien se passer, mais 5 jours par semaine, voilà, c'est beaucoup. Benoît, donc lui qui est dans la situation qu'on signalait tout à l'heure, des 20%, qui a une maladie chronique, qui télétravaille depuis très longtemps, puisque c'est depuis les années 80, voilà, qui est sur un rythme de 3 jours par semaine, qui a refusé les 4 jours par semaine qui lui ont été proposés, célibataire sans enfant, et à qui le télétravail permet notamment de mieux gérer, bien gérer cette maladie chronique. Parmi les dirigeants, donc, dans le secteur associatif, Hubert, qui était d'abord sur du télétravail gris, c'est-à-dire non formalisé mais arrangeant parce qu'il avait des déplacements et que ça permet des déplacements en voiture sur des longues distances, notamment générés par la fusion des régions. Donc on est en Nouvelle-Aquitaine maintenant, donc l'association était sur une partie de la région, elle est devenue sur toute la région, donc des grands déplacements, et donc que ça a arrangé, qui télétravaille depuis 12 ans, et uniquement 1 jour par semaine à l'origine. Eric, cadre dirigeant, qui était aussi sur le télétravail gris à l'origine, et qui lui a reçu son choc de confinement. C'est pas le confinement, c'est l'accord qui a suivi le confinement, qui vise à formaliser le télétravail, alors que lui, ça ne l'arrange pas du tout. Et qui nous a dit clairement, je ne suis pas d'accord avec l'accord. On appelle des perles en entretien, et puis qu'il a répété, non, je ne suis pas d'accord avec l'accord, moi, il faut que ça reste comme ça. D'ailleurs, j'ai consulté un avocat. Okay. Voilà, et mais vraiment, à la base, ben voilà, ça s'est fait parce qu'il est hyper mobile et que ça arrangeait, qu'il n'y avait pas de problème. Et là, finalement, le confinement a un effet inverse pour lui, c'est on va formaliser les choses et je pourrais ne plus avoir le droit de télétravailler autant que je le faisais. Je risque de perdre en souplesse, alors que je suis dirigeant, c'est moi qui sais comment je dois télétravailler, etc. Et enfin, on va dire nos archétypes, les ingénieurs dans l'informatique, cadre de l'informatique, Cécile, qui télétravaillait donc depuis plus de 10 ans, avec un rythme de 3 à 2 jours et en raison d'une garde alternée, donc selon les jours selon les semaines où elle avait ses enfants ou pas, elle télétravaillait soit 3 soit 2 jours, pour réduire sa fatigue liée au temps de trajet, qui le vivait plutôt très bien. Et on va voir que la télécontinuité de l'activité a été concomitante avec sa prise de fonction d'élu du personnel, et que c'est ce rôle-là d'élu du personnel en fait, qui lui a apparu le plus difficile à gérer dans ce contexte-là. Et enfin, Hamid, je dis enfin, mais en fait c'était notre tout premier entretien, donc en avril 2019, qui avait une ancienneté de 4 ans en 2016-2017, hein, donc ça fait déjà 10 ans qu'il télétravaille. Avec un rythme de 2 jours par semaine et comme déclencheur original le fait de réduire le temps de trajet et la fatigue des trajets, mais aussi de concilier sa vie professionnelle et vie personnelle parce qu'il a 4 enfants et qu'il sentait que son absence pesait sur sa conjointe, bien qu'elle soit au foyer, et qui, lui, nous a révélé des choses j'allais dire qu'on n'imaginait pas, qu'on pouvait intuiter, mais sur lesquelles on n'avait pas encore de données, et il ne nous semble pas de données publiées non plus par des collègues sur le travail d'invisibilisation de la famille qu'implique le télétravail quand il est exercé de façon intensive. Donc ça, c'était juste pour présenter l'échantillon. J'ai commencé à dire des petites choses, mais vous me dites si à un moment donné, il ne me reste plus que 5 minutes. Hein. Je suis large. Alors, les 2 espaces de coworking en territoires ruraux. L'un, donc, porté par une communauté de communes qui existe depuis 10 ans. Donc, c'était originellement un télécentre et c'est une structure qui fait figure d'avant-gardiste en matière d'espace de coworking. Il est présenté dans le rapport de France Tiers-Lieux de 2018 comme une sorte d'exemple. Et l'autre, donc public, le premier, et le deuxième, privé, qui a ouvert fin 2021. Donc le type de données qu'on a sur l'un et sur l'autre ne sont pas les mêmes. D'un côté, donc pour celui qu'on appelle Lucien Coworking, c'est anonymisé. Je ne donnerai pas le vrai nom là, parce que si c'est enregistré et diffusé, voilà. Je peux le dire en off pour ceux qui veulent après.
Donc Lucien Coworking, donc ce qu'on a interrogé, c'est plutôt des prospects, des personnes qui n'avaient pas encore pratiqué de travailler dans cet espace-là, mais leur projection sur ce qu'elles en attendaient. Et pour la cocotte numérique, en revanche, j'ai interrogé des indépendants. Je n'ai pas interrogé de salariés ni de doctorants, mais ce sont aussi des personnes qui fréquentent cet espace, autour de leur pratique et de ce qu'ils en retirent par rapport à leur gestion de leur travail, leur efficacité et les effets que ça a sur leur vie et leur activité. Je passe les détails, donc plutôt des entretiens individuels, quelques entretiens collectifs, mais ce que je vais citer, ça vient des entretiens individuels. Donc, cette petite slide pour présenter quelques éléments, pour divulgacher un tout petit peu ma fin en fait. Les premiers résultats. Sur la première étude quantitative secondaire, donc l'enquête Summer, et les premiers entretiens donc, de 2019, la conclusion à laquelle on arrivait en novembre 2019, c'était que cette intensification du travail chez les télétravailleurs, cette surcharge vue statistiquement, il nous semblait qu'elle était très liée à la perception du télétravail comme un privilège. Ce sentiment de comme j'y ai droit, il faut que j'en fasse plus. Et notre conclusion à l'époque, c'était de dire il faut changer les représentations autour du télétravail, parce que cette simple donnée-là, considérer que c'est un privilège et non pas une pratique comme les autres, certes qui réduit les temps de trajet et donc qui facilite un certain nombre de choses, mais ça reste qu'une pratique un tout petit peu modifiée puisque c'est à domicile, mais le reste, le travail est toujours là. C'est pas la peine d'en faire plus parce qu'on met les gens à risque. Je crois qu'il s'est passé quelques petites choses entre-temps, donc les représentations ont pu changer un peu, mais peut-être pas tant que ça non plus. Enfin, je pense qu'il faut quand même le prendre toujours en compte dans les potentielles tensions qu'il peut y avoir et les sentiments d'injustice entre les télétravailleurs et non-télétravailleurs. Et ça, c'était notre première conclusion de 2019. Ensuite, par rapport à l'enquête que j'ai menée l'année dernière, on va voir que il y a, dans la période de confinement, puisque c'était donc 2020, il y avait au moins après il y a eu comme on a dit, les couvre-feux, les confinements nocturnes, etc. Ce qu'on a constaté, c'est ce que j'ai constaté, des plus hauts niveaux de fatigue chez les télétravailleurs comme les non-télétravailleurs, mais, donc on est dans la fonction publique territoriale, ça veut dire un certain nombre d'agents ne pouvaient pas télétravailler et leurs supérieurs, donc ingénieurs territoriaux, se devaient d'aller dans les locaux de l'employeur, et c'est ceux-là qui présentaient les plus hauts niveaux de fatigue. Donc voilà, les niveaux de fatigue étaient plus importants pour les deux, mais plus importants encore pour les non-télétravailleurs en fait. Donc autrement dit, ce n'est pas forcément le facteur télétravail qui joue tout le temps. Par rapport à notre étude longitudinale, donc les archéotélétravailleurs que nous avons réinterrogés, ce qui nous apparaît le plus flagrant sur ce petit échantillon, mais je pense que ça serait encore plus important sur un échantillon plus grand, c'est la disparité et la fragmentation expérientielle. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que selon la taille de structure, selon le vécu, selon l'organisation, selon des choses que je vais citer après, les paramètres changent beaucoup. On ne peut pas tirer de généralité sur différents aspects, même si je vais essayer, mais tout en montrant justement cette disparité. Et par rapport aux observations en cours, donc comme c'est en cours, comme je vous l'ai dit, pas totalement analysé, il y a un point d'interrogation, on se demande s'il n'y a pas un réordonnancement de l'activité sur les plans spatio-temporels qui va vers un allongement des journées, mais pas que. Il nous semble qu'il y a vraiment une perception de ce qu'est le temps de disponibilité des uns et des autres qui est en train de changer, avec toujours la question derrière mais au fait, lui, il télétravaille aujourd'hui ou pas? À quel moment, du coup, est-ce que je peux le joindre ou pas? Est-ce qu'il est disponible ou pas? Avec quel outil? Est-ce que voilà, tout un travail de prise en compte de ces éléments-là qui, me semble, rajoute du travail, donc réintensifie, et qui modifie largement l'activité. Après, ces effets en termes de facteurs psychosociaux de risque, ça joue sur le premier axe de façon évidente, et aussi un peu sur les autres. Je vais essayer de rester positive. Je ne suis pas sûre que ce soit en bien. Pas sûre. Je n'ai pas dit que c'était pas en bien. Mais oui. Alors, je vais essayer de prendre chacun des axes, je vais prendre chacun des axes, ça c'est sûr, mais essayer de synthétiser ce qu'on pourrait en retirer, en me fondant d'abord sur les données, on va dire, nos plus fines et les plus solides, à savoir celles de nos archéo-télétravailleurs. Donc Hamid, comme j'avais dit, c'était le premier qu'on avait interrogé, et j'ai commencé à vous le dire, il nous signale cette interpénétration des sphères du travail et de la vie personnelle, avec, donc là on a des données vraiment très précises sur ce sentiment nouveau, lié à la télécontinuité de l'activité, du
conjoints pouvant avoir un droit de regard, ou en tout cas posant des questions sur l'agenda professionnel. Est-ce que tu vas avoir des réunions? Autrement dit, est-ce que je pourrais te déranger ou pas? Ou est-ce que je pourrais te demander des choses par rapport aux enfants ou pas? Un phénomène nouveau autour de la pénétration des enfants dans l'espace de travail, parce que quand c'était limité à quelques jours, ils savaient que c'était ces jours-là. Quand c'est tous les jours, c'est plus difficile pour les enfants de considérer que c'est jamais qu'on rentre dans cet espace de travail. Voir, et ça, je l'ai pu le croiser avec des données que j'avais, on va dire informelles, que j'avais trouvées auprès d'amis sur des réseaux sociaux, une interpénétration dans la vie privée des enfants posant des questions sur le travail, qui n'apparaissaient pas avant, mais les enfants ayant entendu des choses, demandant des nouvelles de tel collègue avec qui est telle affaire, et qui du coup venaient, je dirais presque heurter notre enquêté dans des moments où lui justement voulait être plutôt dans un relâchement et dans une relation uniquement personnelle et privée avec sa famille. Donc à quoi s'ajoute en plus le sentiment que finalement c'est pas mon chef qui me surveille, mais mes enfants, quoi. Voilà. Donc, associé à ça, un double travail d'invisibilisation de la famille vis-à-vis du collectif de travail et de conciliation de la vie professionnelle et des charges domestiques, ne s'entend pas de dire tout le temps non à des demandes de faire certaines choses parce que, étant à domicile, il y a d'un côté cette exigence de silence, de faire attention quand j'ai une réunion importante, donc vraiment ce jour-là, ne me dérangez pas. Autrement dit, le reste du temps, je sais que parfois vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et à l'inverse, devant donner le change pour de temps en temps être un peu présent pour les devoirs des enfants ou autres. Donc une conséquence quand même très nette de cette continuité de l'activité, y compris pour des personnes qui avaient l'habitude de télétravailler. Benoît, donc, qui est employé administratif, celui qui a une maladie chronique, il a eu le sentiment qu'on lui en demandait beaucoup sans se rendre compte de la quantité, justement. Et donc avec ce recours que j'ai entendu par ailleurs, pareil, dans des échanges aussi informels, approfondir, recours à mettre en copie. Donc avant, il ne mettait pas forcément en copie tout le temps sa chef pour signaler le travail qu'il fait. Mais là, pour mettre en visibilité tout le travail qui visiblement n'était pas vu et donc qui faisait qu'on lui en rajoutait, je dis maintenant jamais, je lui avais mis systématiquement copie de tout ce que je fais, de toutes les affaires que je réglais, pour qu'elle se rende compte de la charge à laquelle je fais face. Sur le plan statistique, auprès des ingénieurs territoriaux que j'ai interrogés en 2020, donc là je mets des éléments de comparaison par rapport à l'enquête de 2012 que j'ai menée, et j'ai extrait uniquement les réponses des cadres que j'ai interrogés en 2012 par rapport aux ingénieurs territoriaux interrogés en 2020. Ce que je constate, c'est une augmentation de la consultation de la messagerie, que ce soit au travail ou hors travail. Alors, la messagerie en tant que telle, c'est pas la seule charge de travail, mais c'est quand même un indicateur pas négligeable. Et c'est assez net, surtout dans les deux, c'est-à-dire que c'est presque ça qui est surprenant, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de grosse évolution. Donc 2020 c'est en bleu à gauche, c'est vrai que c'est pas intuitif, j'ai mis un peu à l'inverse, et 2012 c'est en jaune à droite, et donc ceux qui consultent dès qu'il y a un message sont plus importants pour la messagerie au travail. En 2000, souvent c'est très net, ils sont plus importants en 2020 qu'en 2012, et pareil pour ceux qui se consultent plus hors travail. Donc on peut le prendre comme un indicateur quand même de charge de travail augmentée sur la période de télécontinuité de l'activité. Pas forcément de façon constante, peut-être que ça va redescendre, mais... Et puis c'est pas les mêmes échantillons, je ne suis pas en train de dire que je les ai étudiés les mêmes, mais c'est des échantillons comparables. Et sur la perception, donc la déclaration des niveaux maximaux de charge de travail des uns et des autres, j'ai mis 2022 mais c'est 2020, c'est une coquille, il n'y a pas de coquille en bas. Donc là, on voit bien que sur la charge de travail maximale de 5e degré, on a une proportion de quasiment 60% des ingénieurs interrogés en 2020 qui disent avoir cette charge maximale contre on va dire 55% à peu près
en 2012. Donc un effet plus global, hein, et comme je vous l'ai déjà gâché avant, c'est sur ceux qui étaient en télétravail comme sur ceux qui n'y étaient pas en fait, voire plus pour ceux qui n'y étaient pas. Avec des effets directs du coup sur la fatigue, avec des niveaux de fatigue, les 3e, 4e et 5e niveaux de fatigue, enfin une proportion plus importante de répondants faisant état de ces 3 plus hauts niveaux de fatigue en 2020 par rapport à 2012. Et c'est là le fameux chiffre sur, en fait, on a 40% des ingénieurs territoriaux ayant travaillé majoritairement dans les locaux de l'employeur qui déclarent les deux plus hauts degrés de fatigue, contre 20% des ingénieurs territoriaux qui étaient majoritairement en télétravail en 2020. Donc c'est pas le télétravail en soi, c'est que le contexte de crise a intensifié ou en tout cas généré des choses ayant un impact sur le travail, le bien-être, la déprime, la fatigue. Je passe au deuxième axe sur les exigences émotionnelles. C'est un peu au chausse-pied qu'on a mis cet aspect-là, donc Hamid, notre premier enquêté, qui en fait a demandé à avoir recours à pouvoir télétravailler parce qu'il était dans une tension entre ce qu'il était capable de l'aide qu'il pouvait apporter à la maison auprès de ses enfants et auprès de sa femme, et donc il parlait carrément, enfin c'est une retranscription pour nous, hein, il voulait intervenir, sauver certaines choses pour améliorer le quotidien de toute la famille. Le télétravail est là comme un moyen de réduire une tension entre la posture professionnelle et la posture personnelle, dans un contexte où je crois qu'il avait encore que 3 enfants, il allait en avoir un 4e qui arrivait, et donc il sentait que ça commençait à être dur pour son épouse et qu'il fallait qu'il soit plus présent. Donc la recherche d'une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle pour gérer ses propres émotions. Sur l'autonomie, alors j'ai vu la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça? Et je pensais à cette slide-là dans ma réponse en fait. Donc l'extrait au-dessus, avec les soulignés en rouge, ça vient d'une étude qui a été menée en Belgique, sauf erreur, sur un compte de télétravail contraint durant la crise sanitaire en 2016, donc qui signale que dans le télétravail contraint, il y a eu des vécus positifs au niveau de l'organisation du travail, car les répondants rapportent avoir bénéficié d'une plus grande autonomie dans le travail, une plus grande flexibilité au niveau des horaires et la possibilité de travailler en profondeur sur les dossiers, de prendre du recul et d'améliorer leur efficacité. Oui, alors dans notre enquête, là, on n'avait pas ça, mais pas comme ça en tout cas, mais visiblement c'est ressorti d'autres enquêtes, ce vécu plutôt positif par rapport à peut-être une confiance préexistante et qui s'est pleinement exprimée dans l'autonomie laissée aux salariés. Par rapport à la tentation du contrôle, qui a fait l'objet d'un article dans les Échos de janvier dernier, ces entreprises tentaient de surveiller les télétravailleurs, c'est pas le premier, je pense que vous avez pu voir peut-être les choses en ligne aussi autour de ça. Puis il y a eu un reportage, il me semble, il n'y a pas longtemps, sur les outils numériques qui permettent de surveiller les salariés, outils illégaux pour la plupart. Et donc c'est ce que souligne le vice-président de la NDRH, également DRH de L'Oréal France, Benoît Serre, à savoir que certaines entreprises sont tentées, mais que c'est un terrain glissant, et que par ailleurs, ça serait dommage de mettre en place des choses pour les 10% de déviants, on va dire, contre les 90% qui jouent le jeu, et qui vaudrait mieux que les managers acceptent que les gens ne s'organisent pas comme en présentiel, mais qu'ils travaillent quand même, et que ça leur donne une plus grande liberté de manœuvre dans l'organisation de leur travail. Donc l'autonomie pourrait y gagner. La tentation de contrôle est bien encadrée juridiquement. Mais néanmoins, j'essaye de commencer par le positif, dans une enquête de l'OCDE dont une des collaboratrices françaises, Chiara Criscuolo, signalait que les managers français ont été moins nombreux à répondre à une question sur le fait d'être tentés de recourir à des outils pour surveiller l'activité des salariés. Donc globalement, la réponse était que 15% seulement des managers y pensaient, mais les Français préféraient ne rien dire. Voilà, c'est tout l'intérêt du quanti, c'est que parfois quand on a un silence, il va falloir aller approfondir derrière pour savoir mais pourquoi ils n'ont pas répondu. Et par ailleurs, une enquête de l'INSEE de novembre 2021 nous dit qu'un tiers des salariés déclarent avoir peu d'autonomie dans leurs horaires et une vie privée exposée aux aléas professionnels. Ah, ça y est. Donc ça, c'est des aspects qu'il faudra investiguer dans les observations d'équipes hybrides. La question de l'autonomie, puisque ça a l'air plus complexe que ce qu'on pensait.
Par rapport à ces 3 premiers axes, les coworkers et prospects d'espaces de coworking qu'on a interrogés signalaient qu'ils voyaient le travail en espace de coworking comme un moyen de prévenir le débordement du travail, donc gérer l'intensité, de rétablir des frontières travail et hors travail, donc de mieux concilier vie privée et professionnelle, de lutter contre l'interpénétration entre les sphères, et aussi de rechercher du soutien instrumental. Je vais prendre juste ce verbatim. Tu débloques des petits trucs en 5 minutes de pause café autour desquels tu vas tourner tout seul dans ton bureau pendant 3 heures et tu n'auras pas forcément solutionné le truc. Et là, on parle de personnes qui sont indépendantes. Donc c'est évidemment démultiplié quand on parle de collègues avec qui on travaille régulièrement. Donc tous ces échanges informels qui permettent d'être plus efficaces, de mettre du lien, d'être dans de l'échange, c'est quelque chose qui est bien perçu par des indépendants. Sur les rapports sociaux au travail, donc il me reste quand même 5 minutes, je vais y aller tranquillement sans me... sur les rapports sociaux au travail, Inès nous signalait le sentiment de ne pas appartenir à une structure, d'être délaissée, de vivre comme un moine reclus. Et je vous rappelle qu'elle travaillait, elle travaillait tout le temps en télétravail. Et Benoît, qui lui est sur 3 jours de télétravail, signalait plutôt un sentiment de devoir toujours se justifier de ce qu'il fait auprès de ses supérieurs, et donc situation qu'il a mis dans une situation de tension. Elle m'avait énervé, on s'était énervé, et maintenant je la mets systématiquement en copie de tout ce que je fais, parce que voilà, on est à distance, il y a une invisibilité de ce que je fais et on ne se comprend pas. Hubert, donc dirigeant d'une association, lui il signale qu'effectivement c'était difficile de maintenir la dynamique d'équipe et que le passage en tout distanciel a été pesant. Et Cécile, donc ingénieure, c'est celle dont j'ai signalé tout à l'heure qu'elle était devenue élue du personnel, elle parle de perte de sociabilisation et de quelque chose de pervers par rapport à ça. Radio Moquette ne marche plus quand vous êtes à distance. Voilà, c'est une belle perle. Donc pour les équipes hybrides, on verra, mais ça c'est ce qu'on a comme intuition. Je vais continuer d'aller plutôt sur les éléments probants, les données qu'on a vraiment collectées. Donc ce que je viens de redire, Cécile, donc représentante du personnel, qui s'est inquiétée des effets de cette pratique et de la perte de sens qu'elle a pu générer plutôt chez les subordonnés, puisqu'elle s'est permis de pallier les manquements, on va dire, de certains managers quand elle voyait que des salariés n'avaient plus d'interaction avec eux et étaient en train de perdre le sens de leur travail. Par rapport à l'insécurité de la situation de travail, c'est-à-dire aux changements qui sont identifiés par la DARES comme étant une cause importante de facteurs psychosociaux de risque, le fait qu'il y ait des réorganisations régulières. Donc là, on est plutôt sur une approche individuelle, donc je vais peut-être... on a la question de la sédentarité, mais je vais passer pour aller plutôt sur les données quantitatives que j'ai eues sur les ingénieurs territoriaux, puisqu'elles sont un peu surprenante, c'est-à-dire qu'on a en 2020, dans mon échantillon, des ingénieurs territoriaux qui font état d'un plus grand nombre de changements, donc plus de 40%, c'est la barre bleue à gauche, par rapport à 30% dans l'enquête Summer, sur un même périmètre, donc sur des ingénieurs territoriaux dans l'enquête Summer. Donc normalement on se dit, s'ils ont ressenti tout ça comme changement, c'est que ça a eu des conséquences sur leur santé psychique, et en fait non. Sur peu d'intérêt à faire des choses, être triste, déprimé, se sentir fatigué ou une mauvaise opinion de soi-même, finalement, pas trop de différence par rapport aux paramètres comparables de 2016-2017. Les mêmes causes n'ont augmenté, n'ont pas abouti aux mêmes conséquences. Donc ça serait à investiguer un peu plus. Et pourtant, ils amenaient plus de travail chez eux, 51% plutôt par rapport à 43% en 2016-2017. Mais ils sont aussi plus nombreux à dire qu'ils n'ont pas eu de problème à s'endormir. Voilà, ça c'est le problème. On a un résultat quantitatif, mais allez l'interpréter. Je ne sais pas faire. Comment ça se fait qu'ils sont plus fatigués, plus déprimés, enfin tout ce que j'ai dit avant, moins de difficultés à s'endormir. Je ne sais pas. Conclusion, j'ai peut-être un peu dépassé sur les 5 dernières minutes qu'on m'a données. On a, à la base, un lieu de travail qui favorise l'abstraction collective des vies ou des situations personnelles pour autrui ou pour soi. Un sentiment finalement d'être traité à égalité avec les autres, puisqu'on est dans le même lieu, on peut recourir aux mêmes personnes, on dispose de moyens communs, et donc on fait naturellement collectif puisqu'on est dans le même endroit. Et en fait, j'ai parlé de disparité expérientielle, cette disparité expérientielle est
augmentée par la durée du télétravail et sa régularité, et elle entraîne une augmentation de la durée du travail, de sa charge, une perte de qualité des rapports sociaux, une évolution de l'autonomie hétérogène à approfondir et des conséquences sur la santé pas si claires, et dans le contexte de télécontinuité plutôt négative, mais le contexte de crise l'expliquant partiellement. Donc on a une galerie d'archéotélétravailleurs en particulier qui nous montre que la disparité est grande selon la position de l'entreprise, les marges de manœuvre décisionnelles, les relations avec les supérieurs hiérarchiques, l'état de santé de base, l'âge, la configuration familiale, et des observations en espace de coworking qui mettent en évidence qu'ils ont eux-mêmes des pratiques de régulation de l'intensité des exigences émotionnelles et d'autonomie qui permettent de donner, de produire des effets positifs du fait d'aller dans un lieu où on fait collectif, avec des gens qui ne travaillent pas dans la même organisation. C'est là que c'est d'autant plus intéressant. Et nous finissons donc sur cette grande question. Pourquoi et comment faire collectif quand la disparité de pratiques et de profils quand les effets de cette disparité, la disparité existait déjà, sont accrus par des pratiques différenciées selon les organisations et selon les statuts. Voilà.